Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. Aujourd'hui on va parler de cette UFC Fight Night London d'anthologie. C'était vraiment incroyable. Avant toute chose, je tiens à m'excuser pour ma voix et mon énergie, j'ai le Covid et je suis explosé. Donc je suis dans mon lit au calme avec un petit peu de fièvre, un petit Doliprane. Mais voilà, on va faire au mieux. Alors, cette UFC Fight Night London nous a offert un Aspinall XXL, un Dan Hooker XXS, des gagnants, des perdants, des prospects prometteurs comme Mokaev et d'autres inquiétants, ou du moins pas spécialement rassurants, comme Pimblet, hein, j'ose le dire. Nous avons eu un event magistral du début à la fin, aucun temps mort ou presque, si ce n'est Nelson versus Sato, un poil en dessous, qui aurait valu d'aller en prélim, mais c'était vraiment bien, il n'y a pas grand chose à redire. UFC London, c'est parti. Donc je commence avec Muhammad Mokaev qui attaque cette carte de la plus belle des manières, spectaculaire, entreprenant, il était agressif et précis, il n'a pas laissé le temps à l'américain de s'installer et de prendre ses repères, ça se rentre dedans, coup de genou gauche en pleine tête. Sa prise audacieuse, il va saisir le coup, sauter en plein vol, à la retombée, c'est encore pire, guillotine parfaite, c'est verrouillé en moins d'1 minute. Mokaev fait exploser l'O2 Arena, on retiendra que celui-ci est décidément créatif, imperméable à la pression, et que d'un coup il est entré à la 24e place des flyweights. Ça c'est la très très bonne nouvelle, ça veut dire qu'on va avoir un petit peu d'adversité, et ça veut dire qu'on va donc le voir un petit peu... échanger sous d'autres aspects. Je suis très très impatient de le revoir dans la cage. Je le verrai bien affronter Zhumagulov, Tyson Nam ou Tagir Ulanbekov. Un défi un peu plus relevé pour faire toc-toc au top 20. Ensuite, on passe à Jack Shore. Jack Shore s'est fait peur. Le Gallois a eu du boulot contre un Timur Valiev intenable, nerveux et constant, qui pour moi avait pris soit 2 rounds, soit 1 round partout avant le 3e. Mais c'était quand même très très serré, très très chaud. La différence a été faite de manière incroyable durant 2 phases debout. Donc short place, décroché parfait. Sur ces 2 moments en boxe, Shore a vraiment marqué des points. En plus son adversaire va au sol. Donc voilà, bon, il abandonne pas, hein. Franchement c'était un super combat, c'était un bon résultat, finalement logique. Il y a eu quelques petites alertes en début de combat, on retiendra que Valiev n'est pas là pour faire figuration. Alors malheureusement, il est souvent appelé pour faire des remplacements en short notice. Il n'a pas une trajectoire facile et je pense qu'avec une bonne prépa et un peu moins d'énergie gaspillée dans certaines phases de combat, il aura la lucidité nécessaire en fait pour rebondir, voire call-out une revanche. Moi, je vois bien une revanche de ce combat parce que franchement, je pense qu'avec des meilleures conditions de préparation, Valiev peut gagner ce combat. Donc Shore était 32e mondial et il passe 19e parce que son adversaire était 19e. Donc c'est une très belle opposition et sur le papier, ce n'était pas du tout vendu d'avance. J'aimerais bien le voir contre Kyler Phillips ou Frankie Edgar. Kyler Phillips, je pense qu'il va vouloir aller de l'avant, donc c'est compliqué, mais Frankie Edgar... il a plus grand chose à jouer maintenant, pourquoi pas. On passe au magnifique Paul Craig, la plus belle barbe de l'UFC. Il nous a livré un combat stressant, il a longtemps cherché les étranglements, 2 ou 3 fois il a cherché le triangle, mais on a quand même tremblé hein, sur des ground and pound solides de Krylov. J'ai l'impression qu'il est flash KO, mais un poil de seconde à un moment. Si l'Ukrainien appuie à ce moment-là, ça peut basculer, mais alors sévère. J'étais vraiment pas serein. Malgré que tout cela ait semblé très assumé de sa part, on aurait dit que c'était le game plan. Voilà, le verrouillage était incroyable, le timing avec lequel il passe sa jambe droite, il saisit le poignet toujours en prenant des coups et crac, quelques parfums pour se faire plaisir. Il rend 2-3 taquets qu'il a pris, ça verrouille sécosse. L'Ukrainien tape, merci, au revoir comme on dit, vraiment incroyable. Alors,
Je vais pas dire que ce combat m'a déçu, mais disons qu'au départ, enfin pas au départ, mais à l'arrivée, je vois un game plan qui est quand même très risqué. Et en plus, pour que ça fonctionne et que ton adversaire se livre, il faut qu'il prenne confiance et que donc il t'a déjà bien amoché en fait. Il faut que, pour que le game plan de Paul Craig ait fonctionné, il a fallu que Krylov lui envoie quand même déjà quelques belles pralines et prenne confiance. Voilà, pardon, je reformule. Et je pense que ça aurait pu ne jamais passer. Voilà, moi j'étais vraiment inquiet. Franchement, chapeau, parce que c'était aussi prévisible que osé. Je pense que Krylov va s'en vouloir de ne pas avoir vu le piège à loup se refermer sur lui. C'était un triangle incroyable. Donc Paul Craig enchaîne, hein, il rentre dans le cercle fermé du top soumission à l'UFC. Ceinture noire de jiu-jitsu brésilien et maintenant à 13 soumissions dans sa carrière. Il est sur un run de 6 combats sans défaite, dont un match nul avec Shogun Rua et 5 victoires, donc stoppées par TKO ou soumission. Paul Craig était 10e, donc ça ne bouge pas, mais il écarte un concurrent de plus, direct à sa position. Je le vois bien affronter Dominique Reyes. Et malheureusement, j'adore Reyes, mais je le vois bien nous dire au revoir là-dessus. Les dynamiques sont terriblement inversées. Il y a un autre adversaire que je lui mettrai dans les pattes. Là, j'ai beaucoup moins de certitude, c'est Anthony Smith. Parce que je pense que Paul Craig, maintenant, il faut qu'il essaye... il avait déjà essayé, hein, il faut qu'il réessaye maintenant le top. Il est 10e, hein, donc il est dans la course. Hein. Il a une dynamique incroyable. On sent qu'il s'est développé, qu'il a pris sa place. Voilà, sa position de top 10, là, il est assis sur un gros fauteuil. C'est venez la chercher. Donc moi, j'ai hâte de voir ça contre un adversaire un petit peu mieux classé, qui a du cœur aussi. Ça peut être très, très, très intéressant. On passe à Pavlovich, qui a roulé, entre guillemets, sur Abdurakhimov. Non pas qu'il ait été mauvais, Abdurakhimov, au contraire, mais le géant russe a tout simplement été meilleur, incroyable, plus complet, plus compliqué à manœuvrer. Il a une musculature qui est hors norme, c'est assez incroyable, il est carré. Shamil n'a jamais été inquiétant, il n'a jamais vraiment pu s'exprimer. Donc Pavlovich a logiquement remporté cet affrontement. Un beau TKO des familles. L'arbitre a fait le bon stoppage, hein, parce que je voyais pas l'intérêt de continuer. Même si Abdurakhimov défendait, c'est quand même compliqué de multiplier les phases de défense sur les avalanches de coups de Sergei Pavlovich. On a l'impression comme ça que c'était un peu un early stoppage, mais je peux vous dire que si on est en dessous, on a hâte que ça se termine. Abdurakhimov, de toute façon, ne pouvait rien faire de plus que défendre. Ça pouvait continuer comme ça pendant une minute, il n'y avait vraiment rien à faire. Il était déjà au sol. Donc voilà, c'est un de mes chouchous en poids lourd, hein. Il entre donc dans le top 10. Un top 10 qui commence à ressembler à quelque chose de très cohérent. Parce qu'on a certainement la meilleure opération de la soirée avec la victoire de Aspinall sur Volkov. Mais au-delà de la victoire, c'est la manière. Quelle performance! Aspinall était quand même prudent, il était intelligent, il était patient. Mais le Russe a plongé mentalement après plusieurs phases dans lesquelles il a été petit à petit battu avant même de pouvoir rentrer dans le combat. Alors Aspinall le savait, hein, on savait que ça valait mieux que du top 10. Hein. Enfin, en tout cas, moi, perso, j'en étais convaincu. Donc là, il est top 6. Il est un peu plus près de son réclassement, puisqu'il a intelligemment call-out Tuivasa. Pourquoi intelligemment? Parce que Miocic, le top 6, il s'en fout. Ensuite, on a Cyril Gane, soit c'est trop tôt, soit il est au courant de quelque chose concernant Gane et l'UFC, notamment à Paris cet automne-hiver. Donc le call-out semble inutile s'ils ont discuté préalablement. Soit c'est juste trop tôt, peut-être. Peut-être qu'il estime que c'est un peu trop tôt. Ensuite, il y a Derrick Lewis. Je pense qu'il va arrêter de se farcir des prospects au Fight IQ au-dessus de la moyenne. À mon avis, il va vouloir faire une pause, Derrick Lewis, avec ce genre de profil. Il y a Curtis Blade. Je pense qu'il est booké pour Cyril Gane à Paris, donc... enfin, je pense. J'en sais rien, mais... ça a l'air, en tout cas, donc... comment dire? Bah, c'était le call-out qui restait, quoi. Et puis, en plus, c'est marrant, ça fait le duel des buveurs de bière. Bon, bah... c'est mes deux grands bébés dans la même cage. J'en ai rêvé, l'UFC va le faire. Je suis vraiment très content si ça se concrétise. Imaginez ça en Australie, par exemple. Ça peut être vraiment la folie. Alors apparemment, Aspinall a demandé à Tuivasa de venir l'affronter chez lui à Manchester. Eh bien c'est tant mieux, car il y a des vols Nice-Manchester qui sont pas chers. Je suis très content. Donc je disais, la catégorie des top 10, la catégorie des poids lourds va reprendre un peu du poil de la bête.
On a Spivak qui commence à reprendre confiance. On a des mecs qui étaient plus à leur place qui en sortent. Et on a des mecs qui n'étaient pas à leur place hors du top 10 qui y rentrent. Donc ça devient vraiment un compact des meilleurs là, avec des générations qui vont se croiser, des profils qui vont se croiser. Ça va devenir vraiment passionnant. En plus, Ngannou est absent. Donc ça va se batailler pour la place du numéro 1. Là, ça va être un truc de fou. Donc il y a un grand perdant dans ce week-end au niveau des poids lourds, c'est Alexander Volkov, Drago. Il faisait très peur il y a encore pas longtemps et aujourd'hui les prospects le défient menton pointé vers le soleil comme dirait l'autre. Je pense que certains ont la ref, je vous le souhaite en tout cas. Donc voilà, il a dit que ça avait été compliqué le voyage, les papiers, le regard du monde sur sa nationalité. Je rappelle pour ceux qui vivent dans un ashram au Tibet qu'il est russe et que son pays est en guerre contre l'Ukraine, il est blacklisté un peu partout en Europe. Voilà, je reconnais qu'il a eu le mauvais rôle. Le mec veut qu'on le voie perdre, qu'on le voie perdre contre le bon British local qui monte. Je reconnais que ça doit être un enfer dans sa tête d'aller au charbon avec tout ça autour de soi. Pourtant, moi, je l'ai trouvé sympathique. Il a dégagé une belle énergie avant d'entrer dans la cage. Peut-être qu'il a fait le vide et que ça lui a fait du bien, au contraire. Pour ceux qui ont lu entre les lignes dans la vidéo de présentation du combat, il apparaît en plein doute, en pleines idées de se réinventer, d'évolution, et bizarrement, plus il cherche à changer ce qui ne va pas, et moins ça va. Plus il devient prévisible et lent, et défensivement à la ramasse. Alors, est-ce la différence de niveau entre les deux, ou est-ce simplement que Volkov n'y est pas vraiment? Son cœur semble ailleurs, sa tête aussi. Donc honnêtement, moi je pense que c'est un peu difficile, et c'est très hostile pour un Russe d'aller combattre à Londres en ce moment. La pression devait être énorme, l'enjeu était quand même de taille. Peut-être que lâcher cette place de gatekeeper, ça va l'aider à se relancer, à aller chercher des nouveaux challenges, un run différent, un peu à la manière de ce que Overeem avait fait avant justement, que c'était Volkov qui avait mis fin à son joli petit run, donc c'est un joli clin d'œil. Mais voilà, Overeem était reparti d'en bas sans se prendre la tête, un adversaire à la fois, prenant plaisir sans calculer. Voilà, il avait pris Waltaris, il avait pris Sakai, donc et c'était très bien. Donc là, il passe 11e de la catégorie, il fait un petit bond en arrière, mais bon, c'est pas non plus, la porte n'est pas fermée. Ça pourrait être pas mal de prendre 2-3 combats à sa portée pour reprendre des sensations et du plaisir. Donc pourquoi pas revenir contre Blagoy Ivanov ou Augusto Sakai, ça pourrait être très intéressant pour lui. Concernant la prestation de Topuria et Herbert digne du Fight Night, hein, vraiment, il faut être deux pour faire ça. On en parle très vite dans le podcast sur Ilia Topuria, ne vous inquiétez pas. Le spinning back elbow de Molly Meatball McCain, magnifique. Ce coup porté au moment où on s'y attend le moins nous a laissé une Luana Carolina au sol, le corps inerte. C'était incroyable, c'était venu de nulle part. À un moment justement où la brésilienne commençait à s'enflammer un peu dans la cage, elle commençait à se sentir à l'aise, à reprendre ses distances. Elle rétorquait de façon plus intéressante qu'aux deux précédents rounds. Non seulement sportivement, mais en plus par son attitude, elle commençait vraiment à en imposer, et bim, le chaos des enfers, une salle en feu. La Britannique a su allumer les flammes vraiment au bon moment, alors bravo, hein. C'était la 29e contre la 32e, c'était très équilibré sur le papier, même si McCain avait pris 2 rounds sans trop de problèmes. Elle a un cardio assez exceptionnel par rapport à sa prestation, mais on a senti une baisse de régime dans le 3e. Bon après, avec le combat qu'elle nous a livré, franchement, je comprends. Voilà, la Brésilienne a été vraiment résistante. Pourquoi pas pour McCain aller chercher Moroz ou Antonina Shevchenko pour franchir un vrai palier. Alors bon là c'est un vrai palier. Et encore que Antonina Shevchenko, elle est quand même dans le dur. Elle alterne victoire-défaite, donc elle est assez fragile. Moroz c'est un peu compliqué. Mais je pense que commencer par Antonina Shevchenko, ça peut être pas mal. Voilà. En lightweight, on passe à l'espoir britannique, le chouchou de Liverpool, Paddy the Baddy Pimblett, qui affrontait Vargas. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il sait haranguer le public. Il sait faire le show avant et après. Pendant, j'ai trouvé que c'était un peu difficile. En gros, si Vargas ne se donne pas au sol, c'est lui qui prend le round. Et là, on ne sait pas trop vers quoi on se dirige. La vérité, c'est qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et Pimblett, non seulement a été aidé par le choix déroutant de son adversaire de rester au sol une fois qu'il avait réussi à se mettre sur le dos de la cage, mais en plus, il a un jiu-jitsu d'élite. Donc en gros, Pimblett, il est vraiment très bon au sol. Mais en plus, Vargas a fait le mauvais choix. Pimblett s'est redressé sur le dos contre le grillage.
Et le Mexicain aurait dû se relever, il restait 1 minute, il avait le round en poche, c'est très dommage. Je sais pas pourquoi il s'est obstiné à garder la position. Donc je retiens que Pimblet debout, c'est pas n'importe quoi, mais c'est quand même un peu inquiétant. Je me base sur ces 2 derniers combats, hein. Il fait du brawl dangereux, il se fait toucher très tôt. Donc ça file au sol très rapidement, au moindre crochet encaissé. On se demande même s'il n'est pas un flash KO. Ensuite, tu as l'O2 Arena qui s'endort et qui découvre pendant 3 minutes que leur prospect, c'est un humain et qu'il galère à inverser la maîtrise du numéro 64 mondial de l'UFC. Donc voilà, je suis nul en jiu-jitsu brésilien, mais je sais quand même voir que les erreurs du Mexicain lui coûtent le round et potentiellement, bon, je vais pas dire le combat, mais en tout cas, ça lui coûte le round, vraiment. Il aurait pu aller au 2e round s'il n'avait pas fait cette connerie de rester en fait dessus, d'essayer absolument de lutter au sol avec lui. Donc voilà, Pimblet s'en sort plus que bien. Heureusement pour lui, il passe le rear neck choke proprement avant le gong et l'O2 Arena explose. Alors que je ne sois pas fan du tout de Paddy Pimblet, c'est une chose, mais je reconnais qu'il sait faire le spectacle, qu'il sait y faire avec le public. Il y a une osmose, il y a quelque chose. Je reconnais que c'est une star en devenir. Je peux pas le nier, clairement, il a ce truc assez incroyable. Du bagou, de la classe et en même temps, tu sais ce truc que les stars ont, que tu aimes détester et que tu détestes aimer, quoi. Il y a une espèce de mélange de tout ça. Il y a aussi ce truc de on a envie de le voir perdre, dans le sens qui va montrer ses lacunes au grand public, un peu comme Adesanya. Tu sais, on kiffe ce mec et on se dit mais qui va l'avoir, quoi. Bon, il y a eu Blachowicz, mais c'était un risque de sa part, c'est pas pareil. Moi, je parle de Adesanya dans sa caté à lui. Voilà, bon, là, je m'égare, donc je me recentre un peu, désolé. Alors, faut qu'il en profite, hein, parce que les choses vont vite. Vaut mieux faire son oseille vraiment le plus rapidement possible, parce que ça peut aller très très vite. On a vu, hein, regarde, Topuria et Pimblet, on a Dana White, on a des contrats, on a une cage. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Donc je ne me mouille pas beaucoup, hein, en disant que vu le niveau de détermination et de rage de vaincre du Géorgien, moi je suis désolé mais je pars pour un massacre au premier round. Avec ce qu'il a pris et la façon dont il est revenu des enfers, je vois pas du tout Pimblet se découvrir une âme de demi-dieu. Alors après on a vu Adesanya justement devenir un autre homme après son combat piège contre Gastelum, donc on ne sait jamais. Pour ceux qui ont la mémoire courte, je vous rappelle quand même que Adesanya, avant ce combat, on était tous en train de se dire mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout là, quoi. Il était pas ennuyeux, mais c'était pas la folie ces combats, quoi. Et donc voilà, là Pimblet ça peut faire pareil, ça peut très bien lui servir des petits combats références comme ça, et un jour il va tomber sur une vraie adversité, il va se découvrir quelqu'un en étant quelqu'un qui a vraiment du cœur sur la scène internationale, sur la scène mondiale. Je prends pas sa carrière du cage sur la table, hein. Je parle de sa nouvelle carrière à l'UFC, c'est un peu une deuxième vie. Et peut-être que je dirais, ben ouais, j'ai eu tort. Mais parce que je vois des gars sur internet qui disent oui, la hype, ceux qui parlent de hype, machin, la sauce est en train de prendre, vous allez voir. Ouais, pas de problème, moi j'aimerais bien voir. Là, tout ce que je vois, c'est que le gars, au bout de 3 secondes, il se prend un crochet et il va au sol, quoi. Donc je suis un peu inquiet, c'est tout. Après, tant mieux pour lui, s'il gagne, c'est cool. Tant mieux pour ses fans aussi. Ils ont passé une bonne soirée et c'est tout ce qu'on veut. Voilà, donc voilà. On va passer à mon crève-cœur, le crève-cœur de la soirée. Arnold Allen contre Dan Hooker. J'avais pronostiqué une victoire de Arnold Allen, mais vraiment à contre-cœur. Alors, autant, quand j'avais pronostiqué cette victoire de Allen, je m'attendais à quelque chose de propre de sa part. Autant je m'attendais pas à ce que ça aille non plus de cette façon. Je vais dire tout de suite ce que je pense de tout ça. J'ai beaucoup trop de respect pour Dan Hooker pour continuer à apprécier le voir se faire, pas démolir, mais enfin, c'est presque le mot quand même. Je sais que c'est un mot fort et puis c'est pas un mot très respectueux sportivement parlant. Ceux qui le pensent, je partage votre point de vue. Mais putain, qu'est-ce qu'il a pris quand même. Donc voilà, j'ai trop de respect pour lui en fait, pour kiffer voir ce mec se faire battre de cette façon, de plus en plus souvent. Ça va pas s'arranger. Il prend trop de coups, il prend tellement de coups, il sait plus dans quelle catégorie il doit aller, il cut trop, il voyage trop. Il l'a dit lui-même, ça lui pèse par rapport à sa famille, surtout avec les quarantaines Covid. C'est un combattant qui est victime de ses bonnes prestations
à qui on a donné des tueurs à gages et des guerres dont il n'est pas revenu le même. Alors, je me rappelle, j'en parlais avec Amine, qui a participé au débat avec moi. Il me disait que contre Poirier, il avait été bon, que ça n'avait pas été une branlée. Il avait raison. Sauf qu'il n'en est pas revenu le même. Et c'est ça la différence avec Poirier, qui derrière a eu une trajectoire différente, avec une dynamique opposée. C'est-à-dire que quand tu sors d'une guerre, mais que tu as gagné, je sais pas, c'est un peu comme au rugby, quoi. Quand tu as fait ta guerre pendant 80 minutes, que tu as gagné d'1 point, putain, le perdant, il l'a mauvaise, quoi. Tu vois, t'es touché, en fait. Le mental est vraiment touché. Donc, voilà. Poirier, lui, à l'inverse, il est à l'aise dans sa catégorie. Il voyage en famille. Il gagne généralement ses guerres, donc il doute moins. En rentrant chez lui, il n'y a pas ce truc, ce facteur. Imagine Hooker quand il rentre à la maison, quoi. Voilà, donc ça doit être terrible, hein, vraiment c'est terrible. Moi, il y a une scène qui m'a choqué, c'est quand on le voit après le combat, il est tout seul sur son banc, il s'essuie le sang sur le visage, personne ne l'aide, personne ne lui parle, ça dure longtemps, c'est des secondes entières, jusqu'à ce que l'arbitre lui dise de venir pour la délibération. Et ça dure longtemps, et c'est gênant. Je me dis, mais où est-ce qu'ils sont, son corner, là? Où est-ce qu'il faut qu'il lui parle et tout? Enfin, c'est bizarre. À moins qu'il ait demandé à rester seul, je sais pas. Voilà, c'est un moment qui m'a paru terrible. Il est sur son tabouret, genre, qu'est-ce que je fous là? Et je me demande aussi, avec tout le respect que j'ai pour lui, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait de Dan Hooker? Alors, j'ai vu que Dana White a dit, bah, on fait rien, hein, tout va bien. Bon, bah, s'il trouve que tout va bien, tant mieux. Il va peut-être l'essorer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus. Bah, c'est normal, hein, puisqu'il représente l'Océanie avec quelques autres représentants comme Tuivasa ou Tyson Pedro. Donc en cas de cut, il n'y aurait plus beaucoup de représentants australiens ou néo-zélandais à l'UFC qui pèsent dans le top. Donc je comprends que Dana White ait dit non mais tout va bien, même s'il n'y a rien qui va. Mais j'ai eu un peu de mal voilà, de le voir aussi facilement touché, des jabs directs, des crochets. Il résiste, hein, il réplique, donc il y va, il tape. Franchement, chapeau, c'est vraiment un guerrier. Voilà, pour moi, ça fait beaucoup trop. Je suis d'avis je suis désolé, hein, c'est dur. J'aime pas parler comme ça, en fait. Mais je suis d'avis qu'il se fasse cutter parce que le mec ne mérite pas, en fait, de descendre dans les classements. Il mérite pas d'être un vulgaire gatekeeper pour des prospects affamés, là, qui vont lui prendre son âme. Je le vois pas non plus continuer à taper le haut de la catégorie et à chaque fois prendre un tarif maison. Voilà, je sais que c'est un peu dur à ce que je dis. Moi-même, j'aime pas parler comme ça. Mais c'est parce que je l'aime bien, voilà. J'aime bien le combattant, j'aime bien l'homme, j'aime bien le père. Personne n'a envie de voir un mec aussi cool et aussi bon prendre autant de coups. Donc tout ça me fait oublier la prestation clinique de Arnold Allen. Je suis pas du tout surpris. Ce mec surcontre en permanence. C'est pas des 1-2 ou des 3-4, c'est des 5-6. Il s'arrête que quand il a obtenu des touches signifiantes qualitatives. Il a pris un flash à un moment au corps à corps, il s'est relevé immédiatement. Et est-ce que vous l'avez vu reculer? Non, on l'a pas vu reculer, on l'a pas vu se protéger et reprendre son jus. Il a même pas cherché un takedown panique, il veut juste contrer et prouver sa suprématie. Il est assez incroyable pour ça. Il y a beaucoup à dire sur son combattant. Il est sur une dynamique incroyable pour son futur. Donc là aussi on en parlait avec Amine. Il disait qu'il avait en tête Jika Chikadze. Moi je suis pas trop chaud pour lui mettre quelqu'un derrière lui. Il a gagné le droit d'aller de l'avant et de défier quelqu'un du top 5. Donc j'aurais bien aimé le Korean Zombie au départ, mais il est pris. Il y a Calvin Kattar qui pourrait bien faire l'affaire. Là ça c'est vraiment un banger de fou. Je pense que hier Rodriguez et Brian Ortega c'est un petit peu trop tôt. Ils vont être occupés en plus. Je pense que... Bon, il y a Bryce Mitchell, donc il est 9ème. Donc ça va pas avec ce que j'ai dit juste avant. Mais il n'a pas la même dynamique qu'un Jika Chikadze. C'est-à-dire que Jika Chikadze et Bryce Mitchell sont derrière lui dans le classement. Mais Bryce Mitchell n'est que sur des victoires. Alors que Chikadze vient de prendre tarif contre Calvin Kattar. En plus, en boxe. Arnold Allen, il boxe très bien, donc ça risque d'être encore compliqué. Mais pourquoi pas, après c'est vrai que ça pourrait être une belle opposition. Voilà, donc au niveau dynamique, je trouve que Bryce Mitchell ça aurait de la gueule, mais s'il faut aller de l'avant, je lui mettrai Calvin Kattar. Dan Hooker, s'il lui reste une toute petite chance à l'UFC, et visiblement il va lui donner, je le verrais bien rester en featherweight contre un mec comme Shane Burgos. Spectaculaire, bon, mais prenable. Top 15 mais pas non plus top 5 du top 8 quoi, voilà, un peu un pas en arrière mais peut-être pour mieux rebondir quoi. Pour Dan Hooker, il a besoin de se remettre en confiance, il a besoin de prendre du plaisir. Je sais que j'entends pas beaucoup de médias parler de plaisir,
Moi, j'aime bien parler de dynamique, j'aime bien parler de plaisir, parce que sans ça, il n'y a rien qui va, en fait. Donc, j'ai envie de voir ce mec reprendre du plaisir dans la cage. Et je lui souhaite de tout mon cœur. Voilà, on a dit Tom Aspinall, grand gagnant de cette UFC, digne d'un pay-per-view. Vraiment, de loin, bien meilleur que bon nombre de pay-per-view. C'est un cadeau pour les fans de MMA. A l'inverse, le grand perdant se nomme Dan Hooker. Voilà, cut, pas cut, chacun se fait son avis. Le débat reste ouvert, mais de toute façon, tonton Dana, il a tranché. En tout cas, cette UFC a permis de faire avancer pas mal de catégories, surtout celle des poids lourds, des lightweight et des featherweight. Le podcast MMA Club London est terminé. Je vous invite cordialement à aller cliquer sur les 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, à vous abonner sur Insta et à partager tout ça si ça vous plaît. Je suis encore désolé pour ma petite voix Covid, je suis un peu éclaté. Je vous remercie quand même pour votre écoute, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve très vite pour parler donc de Ilia Topuria. Comme d'habitude, vous le réclamez haut et fort maintenant. Mais je ne vous ferai pas des gros bisous puisque je suis malade. Je vous ferai des tout petits bisous. À bientôt.